Bonjour messieurs, dames. Merci d'être là. Merci d'avoir laissé vos pas vous guider jusqu'ici pour que nous puissions partager ensemble sur ce qu'est la sophroanalyse. Et je ne vais pas vous faire de discours pontifiant, théorique, ni même commercial sur ce qu'est la sophroanalyse, l'Institut européen de sophroanalyse. Et je vais vous parler, en fait, de ce chemin qui peut mener à soi, au plus profond du cœur de soi-même, parce qu'il allie à la fois cette dimension psychologique, à savoir aller tout au fond de notre inconscient pour y rencontrer qui nous sommes réellement et être donc en grande relation, plus grande intimité avec nous-mêmes et du coup en plus belle relation potentiellement, en tout cas avec l'autre. Et que ce chemin-là se fait par l'implication du corps dans toutes ses dimensions, qu'elles soient vraiment physiques, voire énergétiques, pour ainsi nous donner la possibilité de nous rencontrer, pas simplement dans la tête, mais aussi dans la sensibilité de notre corps et dans la profondeur de notre cœur. Et parfois pour se rencontrer et ouvrir un regard différent sur la vie, et à commencer par nous regarder nous-mêmes autrement, eh bien, il faut faire une chose très simple. Il s'agit de fermer les yeux et de respirer. Alors je vous invite à déposer tout ce qui vous encombre à côté de vous, sur le sol, à libérer vos sacs, peut-être à enlever, si vous n'avez pas trop froid à cause de la clim d'ici, vos vestes, vos foulards, tout ce qui peut encombrer d'une certaine façon votre respiration. Une respiration qui va pas être là pour faire des grandes méditations dynamiques ou statiques, non, mais juste pour, vous verrez, nous mettre tous, moi-même et vous-même, dans un état de disponibilité, comme si on allait ouvrir une fenêtre le matin, sans savoir très bien ce qu'il y a derrière, mais juste se rendre disponible à soi. Je vous invite à fermer les yeux et à prendre juste contact avec votre souffle en respirant tranquillement et gentiment, pour l'instant par le nez. Sentez le souffle caresser vos narines. Sentez-le dans votre gorge, dans votre poitrine, dans votre ventre aussi. Et laissez-vous, dans l'intention, vous déplacer dans vos jambes, jusque dans vos pieds. Et là, sentez vos pieds déposés sur le sol. Imaginez que sur le sol, sous le sol de ce grand hall d'exposition, il y a de la terre, des pierres, tout un monde de roches et de minéraux. Et si cela vous aide à vous ancrer, alors inspirez maintenant plus profondément pour vous remplir de l'énergie de la terre dans vos pieds. Laissez votre attention, toujours dans la respiration, monter le long de vos jambes et de vos cuisses, jusque dans vos fessiers, déposés sur la chaise. Et là, je vous
invite, tout en respirant dans votre bassin, à dessiner comme une petite flûte avec votre bouche, comme si vous teniez une petite paille, et que vous alliez inspirer un peu plus profondément encore cet air que nous partageons là tous ensemble. Et inspirer cet air pour qu'il aille visiter votre ventre. Et sentir le ventre se gonfler, se remplir de toute la belle énergie de ce souffle qui contient toutes les petites particules qui nous font vivre tous ensemble. Bonjour mon ventre, bonjour mon intestin, mon estomac, mes reins. Merci, merci de si bien fonctionner. Et encore, mon attention se déplace dans la poitrine. Nous respirons des dizaines de milliers de fois par jour et par nuit. Et là, juste, je me rends disponible à accueillir cet air. Je peux même m'inviter à penser à cette idée folle. Et si pour accueillir la vie, il fallait juste que je sois aussi disponible que je le suis pour accueillir cet air que j'inspire? Est-ce que peut-être ça pourrait être aussi simple que cela, d'accueillir la vie, voire de m'accueillir moi-même en inspirant? Je profite de tout cet air pour l'inviter à enrober mon cœur. Mon cœur qui bat chaque seconde sans se souvenir qu'il a battu la seconde d'avant, sans savoir s'il battra la seconde d'après. Depuis quasiment l'instant où j'ai été conçu, mon cœur bat, c'est tout. Encore une idée folle. Si vivre était aussi simple que de battre à l'unisson de la vie comme mon cœur. Merci mon cœur. Une nouvelle fois, je déplace mon intention, inspirant par mon cœur comme s'il était mon nez, ma bouche. J'inspire l'air pour l'amener dans ce point entre les deux yeux qui symbolise mon esprit. Et je peux inviter mon esprit à accueillir simplement tout ce qui va se produire, à être une fenêtre ouverte au cadeau de la vie, à toutes les expériences de la vie. Si je pouvais faire comme mon cœur, ne pas faire de tri entre les pensées que je juge positives et celles que je juge négatives, mais juste vivre les expériences que me propose la vie comme à chaque fois une opportunité pour moi de comprendre, de ressentir et donc de grandir, de vivre. Et je laisse maintenant ma respiration normale, gentille, revenir. Et je laisse circuler mon attention dans mon corps pour voir ce qui s'est produit en faisant quoi? Juste rien, pas grand-chose. Juste respirer et me sentir disponible à ce qui se présente là maintenant. Et dans cette simple attention, je vais partager avec vous cette aventure vers soi,
vers la vie que propose la sophroanalyse. Vous pouvez rester les yeux fermés, si c'est OK pour vous, si c'est bon pour vous, ou au contraire les ouvrir, ce qui sera juste. Vous faites l'expérience, là maintenant, d'un moment simple de présence à vous-même et de présence à ce qui est là. C'est dire que chacun de vous, là où il en est, sur son chemin, est tout à fait capable de trouver cet état de tranquillité, voire de sérénité, en tout cas d'ouverture, de présence. Alors c'est vrai, parfois, après on va réouvrir les yeux, on va se retrouver dans la cohue du salon, et peut-être demain aussi dans la cohue de la vie, le boulot, les enfants, la famille, le métro, et que certaines réactions, certaines peurs, certaines angoisses vont se représenter. Oui, mais vous vous souviendrez qu'après avoir fermé les yeux quelques minutes, vous avez pu trouver en vous la ressource d'être simplement à l'écoute de vous-même et de ce qui se présente. Les deux, pas l'un sans l'autre. Oui, je suis un être humain soumis à mes émotions. Oui, j'ai des croyances qui conditionnent mes relations avec les autres, mes relations avec le monde, et surtout qui conditionnent finalement le regard que je porte sur les choses. Et à commencer le regard que je porte sur moi-même. De toute façon, le regard que je porte sur l'autre et le regard que je porte sur moi-même, c'est la même chose. Puisque, en fait, je ne sais pas combien nous sommes, peut-être, je ne sais pas, 50, 80 personnes, eh bien, il n'y a pas une réalité ici, mais il y a 80 réalités ici. 80 manières de voir le monde, 80 manières de voir l'autre. Si je devais faire un petit test et vous dire, tiens, qu'est-ce que vous pensez de Alain Bellot qui est en train de parler là, il n'y aura pas une seule et même description, quand bien même la barbe, les cheveux gris, tout ça. Au-delà de ça, nos perceptions font notre réalité. Alors d'où viennent notre perception, d'où viennent ces filtres qui se posent sur notre manière de voir les choses, de penser les choses, sachant que nos pensées, qu'elles soient conscientes, tout ce qui est ici est issu d'une pensée consciente, tout ce que vous portez sur vous, tout ce que nous mangeons, tout ce que nous faisons vient d'une pensée consciente. Et beaucoup aussi de nos pensées inconscientes. Et qu'elles soient conscientes ou pas, la pensée influence la matière, à savoir la pensée influence ce que nous faisons dans le monde, la manière dont nous créons dans le monde, la manière dont nous interagissons avec les autres dans le monde. Alors Bouddha disait ça il y a plusieurs milliers d'années, que la pensée est créatrice. Aujourd'hui, ça se voit sur un plan physique. Ça fait même plus de 2 siècles qu'on a fait des expériences où on voit que nos petites pensées, donc nos petits neurones, nos cellules, notre ADN même, ont un impact sur les atomes. Où se sont construits ces pensées qui alimentent aussi des scénarios qu'on a l'impression de vivre et qui se répètent. Vous connaissez cette ère de déjà-vu dans vos relations, dans votre histoire de vie. Tiens, j'ai déjà vu ça quelque part. Une situation comme celle-là me rappelle quelque chose. Je tombe toujours sur des patrons ou des patronnes qui. Je tombe toujours sur des compagnons ou des compagnes qui. C'est toujours la même chose. Toujours. Et pourquoi c'est toujours la même chose alors que j'ai grandi? Je suis censé être une personne adulte, responsable, vaccinée. Il se trouve que nous vivons dans une société qui valorise vraiment la personnalité. Mais
je dois vous dire qu'à la fin de chacun de nos prénoms, nous devrions mettre un S. Moi, je ne m'appelle pas Alain, je m'appelle Alain. On ne devrait pas dire « j'arrive », mais « nous arrivons ». Parce que nous sommes toute une multitude de personnages à l'intérieur. Il y a les personnages que nous connaissons, que nous assumons plus ou moins. Et puis, il y a les personnages, cela souterrains. Même des personnages dont on a peur. Même des personnages dont on aurait presque honte. Et des fois, on se sent tellement coupable d'avoir des aspects de nos personnalités qui se manifestent en étant hors de nous, qu'on les laisse sous le tapis. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas conscient d'un de ces personnages, d'un de ces costumes. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas conscient de ces pensées inconscientes qu'elles ne se manifestent pas. Elles sont là. Et elles tapent à la porte à la faveur de nos émotions, de nos symptômes, qu'ils soient de l'ordre de la maladie, de l'ordre du comportement, de l'ordre de l'humeur. Et elles nous disent, regarde, je suis un aspect de toi. Je ne suis pas tout toi. C'est vrai parce que nous, on a l'impression que dès qu'on est en colère, par exemple, ou triste, c'est tout nous. Et on va donc s'identifier à un de ces costumes. Et nous identifiant à un de ces costumes, du coup, on ne va pas voir les autres. On va éviter également, en se focalisant sur un des costumes, de ne pas toucher quelque chose de plus profond que ce que nous montre en apparence le costume. Et puis généralement, quand ce costume un peu caché, on ne veut pas le voir, on a tendance à le pointer du doigt chez les autres. Vous savez, c'est cette fameuse phrase qui dit qu'on pointe la paille dans l'œil du voisin alors qu'on en a une sacrée poutre dans l'œil. C'est parce que ce sont des parties un peu désavouées, un peu reniées de nous-mêmes. Mais on les projette, on les transfère. Dites-vous bien une chose, dès que ça fait quick dans une relation avec quelqu'un, aussi proche soit-elle, voire surtout les proches, ça ne parle pas de l'autre, ça parle de vous. Ça parle de moi. Et alors là, comment je fais? Comment je fais? Parce que le système de la personnalité, le système de l'ego, est quand même un truc, mais alors super bien huilé. Les défenses psychiques, je ne vais pas me lancer dans une explication théorique là-dedans, hein, je ne vais pas vous assommer avec ça, mais dites-vous simplement que nos remparts sont sacrément entraînés. Ils se sont sacrément entraînés parce que ça s'est passé il y a longtemps, quand on était tout petit, voire très 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 petit, voire même quand on n'existait pas. Dans l'histoire de papa, maman, voire de leurs propres parents, voire encore plus loin. Vous savez, les épigénéticiens, c'est un nom compliqué pour dire qu'ils étudient en fait le transgénérationnel dans le gène, ont mis à jour la chose suivante. Si une grand-mère a par exemple subi une agression sexuelle, sa petite fille porte une trace dans l'ADN de cette agression sexuelle alors qu'elle n'a jamais connu de telles blessures. Et donc on a pu voir ça sur 3 générations parce qu'on n'a pas pu déterrer les autres. Donc imaginez que cette information que nous portons dans tous nos organes, elle vient de très loin, du temps même peut-être où nous étions tous cousins dans une quelconque grotte. L'histoire de l'humanité et l'histoire notamment de l'émotion humaine, nous la portons en nous. C'est pour ça que nous avons peut-être parfois du mal à aller toucher ce qui est la racine de nos souffrances et que parfois une identification à cette souffrance nous empêche de voir aussi notre beauté naturelle, notre ressource, toutes nos ressources les plus profondes. On se focalise plus sur ce qui fait mal que sur ce qui fait sourire. Mais c'est vrai que la psyché est bien entraînée. Pourquoi il y a ces défenses? Il y a ces défenses parce que, quelque part, l'ego blessé en nous, le petit enfant blessé,
a peur. Et la peur de quoi? Aussi adultes que nous soyons, nous avons peur de revivre des émotions que nous n'avons pas pu supporter quand nous étions enfants. Et je dois vous dire une chose aussi incroyable que cela paraisse. Ce n'est pas tant à cause, entre guillemets, du nombre de coups reçus que de la manière dont l'enfant a perçu cette maltraitance. Ça peut être rien, une gifle, un mot de trop, ou au contraire, des années où les parents se sont laissés aller à cette inconscience de faire du mal à leur propre enfant alors qu'ils ne le voulaient peut-être pas. Tout dépend de la manière dont j'ai interprété les choses. Pas consciemment. J'ai la conscience d'un enfant de 3 ans, d'un enfant de 2 ans, ou même de 12. J'ai la conscience que je peux. Et cette conscience fait que quand je regarde ma vie, je la regarde avec une caméra qui a un angle forcément fermé, vous comprenez? Donc, le souvenir lui-même, ce n'est pas la réalité. Le souvenir, c'est la perception. Il est partiel, il peut être complètement erroné. Sauf que le problème, c'est qu'on s'est attaché à la croyance qu'a fait naître en moi progressivement l'histoire que j'ai pu vivre quand j'avais 1 mois. C'est devenu un élément de ce qu'on appelle ma structure, la manière dont je fonctionne. Et pour m'adapter au monde, j'ai dû donc adopter des comportements, des usages, des attitudes qui faisaient en sorte que je pouvais être accepté par mes parents. Que j'ai pu me sentir à un moment donné abandonnable, voire sans valeur, parce que maman était en colère, et que la maman en colère, moi, j'ai 3 ans, je ne sais pas pourquoi elle s'est mise en colère comme ça. J'en sais rien. Elle me hurle dessus, et là, je peux vous dire que l'enfant, il a ce qu'on appelle une peur de la perte de l'amour de sa mère, et que s'il perd l'amour de sa mère, il meurt. Intérieurement, il meurt. Et ça, c'est pas supportable. Il a plus besoin d'amour de sa mère que de petits pots. Et donc, comment il fait? Alors, il va adopter des costumes qui vont faire en sorte que maman se mettra moins en colère et qu'il sera donc plus aimable, plus accepté en l'état. Parce qu'en plus, il peut penser dans sa petite tête, et ça c'est très important à comprendre, que c'est lui le coupable, que si maman se met en colère, c'est de sa faute. Et cette culpabilité, cette honte toxique, je peux vous dire quel que soit le récit, on en vient toujours à ça. Des enfants qui se sentent responsables de la séparation de leurs parents, voire de leur maladie, de leur mort, et qui vont tout faire pour réparer papa, maman. Je peux vous dire qu'à la fin, ça donne des thérapeutes. Et donc, je suis passé par là, hein. J'ai vu ça. J'ai vu le petit Alain qui voulait réparer maman. J'ai vu le petit Alain qui voulait sauver maman. Et pour devenir thérapeute, je me suis dit, c'est d'abord moi que je dois réparer. Et pour me réparer, justement, j'ai commencé à faire des choses en corporel. Beaucoup de méditation, beaucoup de yoga, beaucoup d'apprentissage aussi auprès de gens très spirituels. Beaucoup de psychanalyse, jungienne, freudienne, des trucs, de la psychothérapie, en veux-tu, voilà. Sauf que c'était séparé. Il y avait d'un côté le psy et de l'autre côté le corps. Et que je pouvais d'un côté, avec tant de psychanalyse, écrire un bouquin sur ma mère. Ah oui, je savais des tas de choses. L'explication, la compréhension, ça, les discours, wow, c'était super. Mais c'était pas descendu là. Et donc, du coup, les ressorts pulsionnels, le truc qui d'un seul coup déborde. Oh, colère contre maman, là, mais comment ça se fait avec tout ce que j'ai fait, Ben oui, parce que je n'étais pas descendu
tout au fond du cœur de mon cœur et de la sensation et de l'émotion et du sentiment, de la peur et de la culpabilité pour retrouver mon innocence, pour retrouver l'innocence du petit garçon, pour retrouver aussi toute sa joie, toute la paix qu'il y avait déjà là et que je cherchais partout. Je me suis donné à moi-même le cadeau que j'attendais tant des autres, parce qu'à force d'avoir pu me sentir rejeté, etc., eh bien, j'étais comme un enfant de 40 ans qui veut être aimé par tout le monde. Parce que ce que nous ne nous accordons pas, nous le cherchons chez les autres. Et donc nous demandons aux autres de nous reconnaître. Nous demandons aux autres de nous aimer. Nous demandons parfois aux autres l'impossible, puisque nous-mêmes, nous ne donnons pas cette reconnaissance et cet amour que nous cherchons partout ailleurs. Et donc il me manquait deux choses dans ce travail où il y avait de la séparation. Comment on peut travailler avec des choses séparées pour se réconcilier? C'est un peu compliqué. Et j'ai rencontré la sophroanalyse. Et la sophroanalyse a fait en sorte que là, il y a de la cohérence d'un coup dans le travail que je menais, que ce soit individuellement, en séance, avec mon thérapeute, ou dans des stages de développement personnel, comme nous continuons à en faire, et encore plus en formation pour devenir moi-même thérapeute, moi-même sophroanalyste. C'est que d'un seul coup, le fait de respirer en profondeur, le fait de faire des sophro-relaxations, d'inviter la méditation au cœur de la thérapie, changeait tout. C'est-à-dire, au lieu de questionner uniquement la tête, de questionner uniquement donc ce que l'on croit savoir, on questionne vraiment l'émotion, la sensation, toute la sensibilité qui apparaît là lorsque l'on se connecte à notre histoire. Raconter son enfance, c'est une chose. Là, en revivre quasiment le fil, des fois en mobilisant même le mouvement dans la séance, ça change tout. Parce que d'un seul coup, je ne suis pas assis simplement à parler à ma maman, intérieurement. Non, d'un seul coup, le sophroanalyste va m'inviter à me lever, comme si maman était là, peut-être me mettre dans une posture particulière ou pas, mais juste à respirer dans l'énergie, la présence de maman, qui est en fait en plus incarnée par le thérapeute, que ce soit un homme ou une femme. C'est ce qui s'appelle le transfert, d'accord? Vous avez tous une petite idée de ce que c'est. Je mets la tête de maman sur mon thérapeute. Okay. Je ne mets pas aussi que la tête de maman, je mets ma tête à moi quand j'étais petit. Etc., etc. Mais ce qui est important, c'est que le transfert, là, il n'est pas que mental, il se passe dans l'énergie. Et que d'un seul coup, je vais me retrouver émotionnellement dans l'état où j'étais quand j'avais 3 ans, lorsqu'il s'est passé cette histoire XY avec maman. Et que ça change tout. Parce qu'au lieu que ce soit quelque chose que je sais, c'est quelque chose que je sens. Et pour transformer quelque chose, il vaut mieux l'avoir reconnu. Et pour vraiment le reconnaître, il s'agit de le ressentir. Sinon, ça reste conceptuel. Le souvenir, c'est quelque chose qu'on met à distance. Le passé, vous savez, ça n'existe pas, ça n'existe plus. Qu'il est le passé il y a 10 minutes, là, quand j'ai commencé, ou le passé il y a 30 ans, le passé des générations de nos grands-parents, ou même pour ceux qui diraient « Ah, il y a aussi le karmique, monsieur, même il y a 100 000 ans, ça n'existe plus. » La seule chose qui existe, c'est maintenant. Ce qui a tout à l'heure, ça n'existe pas, c'est là. Donc nous nous occupons de ce qui se passe là, et notamment de l'émotion qui est là. Parce que l'émotion qui est là, la sensation qui est là, c'est ce qui reste du passé. C'est le passé qui se manifeste dans le présent. Et en fait, le passé ne se manifeste que par la force de nos attachements à certaines croyances, plus ou moins conscientes, mais qui s'invitent dans nos comportements et dans nos relations.
Donc, si on veut vraiment changer les choses, il s'agit d'aller justement à la rencontre de ces émotions, à la rencontre de ces sensations-là qui nous parlent. Ce sont des aspects de nous, des multiples visages. Et donc, il s'agit de se mettre à l'écoute sensible et bienveillante de nous-mêmes. Donc pour cela, nous invitons les personnes à vraiment, comme maintenant, respirer, être à l'écoute. Nous faisons des méditations, des sophro-relaxations. Nous avons des techniques d'accompagnement qui invitent sans arrêt la personne à être au contact de ce qu'elle est. Et même si elle est coupée de ces sensations, parce que justement le refoulement des peurs, le refoulement des croyances m'a coupé de mon ressenti, eh bien déjà on ressent rien. C'est déjà ressentir, rien. Et puis, ah mon Dieu, mais quand vous me parlez de ça, ça me fait une boule dans la gorge là. Mais c'est un ressenti. Donc on va peut-être fermer les yeux et aller explorer. C'est quoi cette petite boule dans la gorge? Et cette petite boule dans la gorge, ça peut être une sacrée résistance. Un truc qui dit non, je peux pas, faites-moi une petite sophronisation là qui fait que tout ça se détende. Ok, on peut. Mais on peut aussi, justement, par le biais de ces méditations, construire pas à pas un espace de sécurité à l'intérieur de nous-mêmes, un espace de calme, à partir duquel, petit à petit, je vais pouvoir rencontrer ces émotions, ces sensations, ces croyances, ces souvenirs qui me font si peur, aller à l'écoute de ce qui peut être insupportable pour moi. Et alors là, il s'agit de mobiliser une autre énergie. Pour aller toucher ce qui est insupportable, il faut prendre conscience que mettre de côté les croyances, ou de mettre de côté, de dire, moi je ne vais pas dans le passé, je mets du positivisme, je veux être heureux, ah, je suis heureuse, etc. Oui, mais je ne veux pas voir ma colère. Je me souviens d'une personne qui est rentrée en cabinet et qui dit, vous savez, moi je suis tout amour. J'en suis sûr. Je suis sûr, madame, que vous êtes pleine d'amour, vous avez un grand sourire, vous avez des yeux qui brillent, etc. Je sais pourquoi vous êtes là, non? Je sais pas. Elle avait honte de sentir de la colère. Mais comme elle était tout amour, elle mettait du sourire sur sa colère. Et du coup, ça ne faisait pas un vrai sourire. Donc du coup, elle somatisait, elle faisait angine sur angine, hein, depuis qu'elle était petite, parce qu'il y avait une colère non exprimée. Et elle était assez coupée de ses ressentis. Donc elle a fini par comprendre que si je suis amour d'un côté, forcément, dans la dualité, il y a une haine quelque part qui n'a pas été contactée. Et que justement, de s'identifier au visage de l'amour, lui donner un bénéfice qu'on appelle le bénéfice secondaire, ça lui permettait de ne pas aller toucher sa haine. Mais sa haine, c'était en fait de l'amour en colère, vous comprenez, c'est simplement ça. La colère du petit garçon, de la petite fille, c'est juste de l'amour blessé. Et de quoi a besoin un petit enfant blessé? De quoi a besoin un petit enfant blessé? Un petit enfant qui a du chagrin, de quoi il a besoin? D'amour. Il a besoin d'amour. Ok. Nous invitons cette énergie-là pour nous donner à nous-mêmes cet amour dont on croit manquer. Ce qui nous amène à beaucoup d'autonomie émotionnelle. Ça nous rend moins dépendants, elle parle de la même chose à côté de l'amour. Ça nous rend moins dépendants, du coup, vous comprenez? Ça fait de nous des gens qui deviennent plus adultes. Il ne s'agit pas pour nous de créer, de faire, parce que nous ne faisons rien, de faire des bonzes. Nous, à l'Institut, on ne va pas vous dire « Venez, mes amis, vous allez vous éveiller, vous allez transfigurer l'être que vous êtes en être spirituel, et puis nos techniques vont vous guérir de tout. » Ok. Donc, ce n'est pas le stand G8, c'est pas le magasin des miracles. C'est justement le magasin pour sortir de l'illusion et pour être dans la création. C'est un moyen de sortir de nos victimités, de nos peurs
Et le contraire de la peur, c'est l'amour. Le contraire de l'insécurité intérieure, c'est l'amour. L'amour que je me porte, la confiance, l'attention que je me donne, et qui passe aussi bien par le corps, par le fait que je respire. On nous a donné un outil de communication qui est quand même génial. Nous ne réduisons pas à notre corps, mais sans lui, nous ne pouvons pas incarner la belle personne que nous sommes, parce que nous sommes tous des belles personnes avec quelques ombres. Mais ce n'est pas des choses qui sont négatives, c'est juste des choses qui sont dans l'ombre. Alors si nous y allons avec la lumière du cœur, nous pouvons encore plus découvrir cette belle personne que nous sommes. Alors à juste titre, vous allez me dire, oui, mais quand on arrive aux trois quarts cassés, qu'on a l'impression que dans notre enfance, on n'a jamais reçu d'amour, comment on fait? J'ai eu ce cas-là, une personne qui m'a dit, mais moi je ne sais pas de quoi vous parlez. Eh bien, ok. On est allé voir ce petit enfant intérieur, par une relaxation, il a joué un peu de musique, un peu comme ça, il s'est retrouvé dans une forêt avec son enfant intérieur, et j'avais utilisé j'ai une statue d'un petit enfant en bois, et je lui ai mis dans les bras comme ça. Il avait l'air, vous savez, de ces hommes, quand on leur donne un bébé, ils ne savent pas quoi en faire. Ils s'en servent rien, ils disent, oula, la manger, je vais le casser, ça va tomber. Il était vraiment comme ça, quoi. Et patience, respiration, questionnement, il ne se passait rien, il était plutôt très mal à l'aise, il ressentait justement quelque chose dans le ventre, on est allé dans le ventre, et de nouveau il y avait cette peur, cette sensation justement, parce que sa mère ne le touchait pas, donc il avait ce on appelle une blessure contact, le fait de ne pas avoir été touché faisait qu'il avait le sentiment simplement d'être inexistant, et de ne pas avoir reçu d'amour. Alors que sa maman l'aimait, mais sauf qu'elle aussi, sa maman ne l'avait pas touchée, elle venait d'une maman qui n'avait pas été touchée elle-même, etc., ou qui peut-être avait été trop touchée justement et pas dans des très belles conditions, vous voyez ce que je veux dire. Donc le toucher c'était problématique, y compris pour lui. Alors, au bout d'un moment, je lui ai dit, il y a peut-être dans ta vie, aujourd'hui ou hier, des moments où tu t'es senti en amour avec quelqu'un, ou quelque chose, ou même un animal. Et on a respiré ensemble, et puis à un moment donné, j'ai vu son visage se détendre, j'ai vu son sourire naître, j'ai senti que d'un seul coup le petit bébé, il le rapprochait de son cœur, et qu'il ne tenait plus une statue en bois, il tenait son petit enfant intérieur. J'ai pris du temps pour qu'il puisse savourer cela juste en le respirant, en le faisant circuler partout, parce que vraiment, même sa posture changeait, vous voyez, il se sentait en sécurité. Et je lui ai posé ensuite la question en lui disant, quelle est cette émotion que tu ressens là? Il a dit, j'ai pensé à l'amour que j'ai pour mon chien et qu'il me donne. Donc, vous savez, même dans la pire histoire, et Dieu sait qu'on peut entendre des histoires sordides dans nos cabinets, il y a toujours une petite lumière qui nous permet de tirer le fil de la bienveillance et de l'énergie de l'amour. Et ainsi, cette démarche nous invite finalement à une rencontre de tout ce que nous sommes. On ne fait plus le tri. On se rend compte que nous sommes chacun, tous et un chacun, dignes de nous recevoir entièrement. Là où des parties ont été refoulées par le passé, eh bien, aujourd'hui, je les invite. Et je ne les invite pas intellectuellement, je les invite dans la vivance. Et c'est cette vivance, cette vibration, aussi bien corporelle, qui permet de toucher le cœur de nous-mêmes. Et en touchant le cœur de nous-mêmes, on répare la relation. C'est parce que nous avons été souvent blessés dans des relations
que la sophroanalyse permet une réparation dans la relation qui implique pas simplement la tête, mais toute notre corporalité. Et c'est ce voyage-là qui nous permet d'être plus en relation avec nous-mêmes, donc plus en relation avec la vie. Et cela, nous le proposons aussi bien à des personnes qui sont en chemin vers elles-mêmes, et donc dans les cabinets des sophroanalystes, mais également dans des stages dits expérientiels, comme le week-end découverte que nous organisons et qui sera animé par Théa, qui est ici, et que nous organisons le 21, 22, 23 octobre à Paris, et aussi dans des stages type le couple intérieur ou l'être nature. Le couple intérieur travaille sur le féminin, le masculin. L'être nature travaille sur cette notion qui pour nous est importante, qui est vraiment le pardon du cœur. Et puis, il y a ces formations qui permettent de devenir praticien, d'abord de niveau 1 en sophroanalyse, et puis de continuer à se perfectionner, voire de se diversifier en sophrologie. Et puis d'avoir des spécialisations sur l'accompagnement des problèmes liés à la maternité, à la fertilité, à l'alimentation, etc. Donc si vous avez des questions, maintenant, parce que nous pourrons aussi répondre sur le stand qui est juste là, dans ce couloir-là, stand J8, nous pourrons répondre à vos questions. Mais si vous avez maintenant une question, j'ai encore, je crois, 5 minutes pour y répondre. S'il n'y a pas de questions, vous savez ce qu'on va faire? On va respirer. Vous êtes d'accord avec ça? Comme ça, vous allez repartir avec toutes ces petites pétillances de vie que vous avez en vous, ce qui vous rendra encore plus zen dans ce salon. Oui? Ah, vous avez une question? Une petite question. Je m'interroge sur les formations en sophrologie. Oui. J'ai vu que là, il y avait plus de mise en situation dans la sophroanalyse. Par rapport à une formation de sophrologie classique, Alors, la sophrologie, c'est un des outils que nous utilisons. En fait, la sophroanalyse va là où la sophrologie ne peut pas aller. La sophrologie va permettre, sont de merveilleux outils qui permettent d'apaiser un symptôme, qui permettent aux personnes même de devenir un peu plus autonomes dans la gestion d'un symptôme, et généralement sur une thématique très précise. Okay? La sophroanalyse va permettre à la personne d'aller visiter sa vie pour voir où sont les racines, et éventuellement pouvoir l'identifier, et éventuellement, si elle continue bien son travail, qu'elle vraiment s'y implique, de désactiver, si vous voulez, ces croyances-là, ou de se réinformer. À un moment donné, après avoir compris les choses, parce que c'est pas du positivisme, parce que c'est pas si vous avez un problème et vous sautez en disant « je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux, tout va bien, le truc il est encore dessous, donc il se manifeste. Donc j'identifie la croyance qui me limite, et je vais à sa rencontre, et je vais ensuite avoir la possibilité de me repositionner, de poser une intention ici et maintenant pour définir ce que je souhaite, ce que je suis là maintenant. Et après de souffler sur l'intention, parce qu'il ne faut pas que ça devienne un nouveau programme. Vous savez pourquoi? Parce qu'après on prend l'intention, on dit alors j'ai posé l'intention d'être heureux, là ça fait 1 an, là j'ai été 21 jours comme elle a dit la sophroanalyste, et bon alors là ça va, point 1 j'ai un peu plus de sous, point 2 j'ai toujours pas rencontré l'homme de ma vie, bon ces conneries ça marche pas. Okay. Donc justement il y a dans l'intention l'histoire de la non-intention, c'est-à-dire de se rendre vraiment, et ça c'est vraiment important, de sentir que nous avons en nous, justement, les clés pour être ce que nous souhaitons être. Et que parfois, nous n'avons pas idée, finalement, de ce que nous souhaitons être. Parce que nous avons du mal à imaginer qui nous sommes sans nos croyances limitantes. Imaginez-vous sans vos peurs. Imaginez-vous sans peur. C'est normal, nous sommes humains. On ne promet pas le zéro peur, hein. Je veux dire, moi, j'ai pas peur de la mort, mais j'ai peut-être peur de me prendre un gros caillou sur la tête. Vous voyez, et c'est légitime d'avoir pas envie de se prendre un gros caillou sur la tête. Okay. Oui, madame. Une petite question. Ce que vous proposez en fait en première année, c'est de faire un travail sur soi. Non, c'est les deux. C'est apprendre des outils tout en travaillant sur soi. Voilà. On apprend les outils, mais par exemple,
on n'apprend pas tous les cas de figure, bien sûr. Ah, on peut pas. mais On peut pas. Il faudrait 10 ans Voilà. d'études. Voilà, donc il y a un moment donné où on est bloqué. Et comment on le sait, comment on apprend qu'on est bloqué, comment Alors, adapter nous à- avons une éthique très importante et Il faut votre qu'on- question il faut me qu'on parlait ait- d'en parler. Il faut quand même qu'on ait et les moyens Alors, de connaître les pathologies. Tout à fait. Alors, nous posons les fondements de la sophroanalyse, et les fondements de la sophroanalyse sont aussi des fondements théoriques. Ok. Donc, il y a des choses en psychologie, en psychanalyse et en psychopathologie que nous étudions dès le niveau 1, et sur le niveau 2, il y a un renfort. Ce qui est important, c'est de voir que la formation invite la personne à utiliser, à expérimenter sur elle-même et avec d'autres personnes dans la formation ce qu'elle va demain accompagner. Donc, en même temps, voir mes propres projections est important si je veux identifier celles des autres. Tant que je n'ai pas compris ce que c'est un transfert là, dans mes tripes, je peux difficilement identifier ce qu'est un transfert. Et le fait d'en avoir la définition par Freud, c'est pas suffisant. Oui. Et d'autre part, donc si on en est un, on peut déjà s'installer. Il y a un truc. Si jamais vous veniez faire la formation, dès le début, vous dites, ok, l'étudiant s'engage, s'il a réussi son diplôme, donc respecter les conditions de validation et les règles déontologiques de la profession, et s'il exerce, à respecter le cadre thérapeutique et notamment une obligation d'être supervisé. Donc vous en prenez pour 10 ans, 20 ans de travail sur vous-même. Et puis après le niveau 1, il y a un niveau 2. Voilà, qui nous permet un renfort aussi bien en sophroanalyse, en pratique corporelle, etc. Et ainsi qu'en psychopathologie et des spécialisations. Donc, et puis les personnes prennent le temps. La première année, il y a des personnes qui vont rendre le mémoire tout de suite, okay, qui vont s'installer, et d'autres qui vont prendre leur temps. Parce qu'il faut que, c'est comme si une formation qui implique beaucoup le personnel, sans que ce soit du développement personnel, parce qu'il faut que je comprenne les choses, okay, et qu'en plus l'étudiant est obligatoirement suivi par une sophroanalyste, même s'il avait 10 ans de psychanalyse avant. Eh bien, cette dimension-là va créer quelque chose. Le fait d'associer le personnel au professionnel va permettre de voir si j'ai un cadre interne, c'est-à-dire un espace de sécurité suffisant pour accueillir la souffrance de l'autre sans projeter mon histoire sur la personne. Ce qui s'appelle vraiment de gérer le contre-transfert. Ou d'être au moins conscient que là, il y a un souci de contre-transfert et hop, je vais voir mon superviseur. Donc on est très attaché à ça parce que comme nous faisons partie des thérapies psychocorporelles qui sont pas franchement reconnues en France, hein, par la psycho, la psychanalyse et pas toutes, et la psychiatrie en France, même l'analyse transactionnelle qui fait partie de nos outils n'est pas reconnue, même la gestalt thérapie qui fait partie de nos outils n'est pas reconnue, la psychanalyse jungienne n'en parlons pas, et nous avons aussi la psychanalyse freudienne comme source d'inspiration. Nous ne séparons pas les choses, vous voyez. Et on ne fait pas de guerre de chapelle. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est d'associer des outils qui sont adaptés aux personnes et permettent justement cette réconciliation. Et cette réconciliation, on peut en faire l'expérience par ce sentiment d'unité très simple que peut nous donner la possibilité de fermer les yeux, de respirer, même des fois plusieurs fois quelques secondes par jour, peut vous donner ce sentiment que tout est là, j'ai toutes les clés en moi pour vivre l'expérience de cette vie, de cette belle vie. Et vous savez quoi? Un jour, il y a un truc qui m'est tombé sur la tête. Je me suis dit, Alain, tu es la seule personne au monde avec qui tu es certain de passer le reste de ta vie. Il n'y a personne d'autre, même mes enfants. Donc, qu'est-ce que tu décides? Je vous souhaite une très belle vie à tous. À bientôt pour ceux qu'on retrouvera peut-être. Thank you. Merci beaucoup pour votre attention et votre présence. Au revoir.